pour introduire cette deuxième session, j'appelle deux intervenants qui sont tout à fait fondamentaux. Et leur présence, bien sûr, est précieuse et passionnante pour nous ce matin. C'est Inna Shevchenko, qui est leader des Femmes. Je lui demande de venir nous rejoindre. Inna, merci beaucoup. Thank you very much to be... Please sit here. Et évidemment, c'est un grand honneur pour Positive Planet et ce forum, Global Positive Forum, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, qui nous vient du Congo, gynécologue, l'homme qui répare les femmes. On peut l'applaudir, bien sûr, et il nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. On vous connaît, bien sûr, en France, on connaît vos actions. Elles sont visibles, volontairement choquantes et, à mon sens, utiles, bien sûr, pour la condition de la femme. D'abord, dites-nous, dans votre pays, simplement, votre propre expérience, comment ça se passe en ce moment, qu'est-ce que vous avez à affronter, est-ce que ça progresse, est-ce que les droits des femmes progressent légèrement dans votre pays? Merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation. Bien sûr, je me sens un peu comme un outsider ici. Bien sûr, je ne suis pas très habituée de me retrouver dans les endroits comme ça. Mais votre témoignage est important. Merci beaucoup pour cette opportunité. Afin d'être plus synthétique, peut-être je vais parler anglais. Oui. You know, I think that such initiatives like this one and our every decision, political decision we are making today, every initiative we are making today, every témoignage we are sharing today, with each of these elements we are engaging future generations. We're engaging generations who are not born yet. And I think we have a great responsibility in front of them because we are the generation who knows the cure for poverty, who knows the cure for conflict, who knows the cure for dictatorship. This cure has a clear name, and it's empowerment of women. And this is something that I'm considering myself as an advocate of, and this is the message with which I'm coming today. I'm coming from Ukraine, as you mentioned, from the country where women from a very early age learn who gets to be a leader and who gets to be either a housewife, prostitute, or simply a passive observer of those rising leaders. Very rarely girls feel empowered and are told by the society around, by the means of education, that they can do everything that they want. So I think that such conference like today, of course, bring a very important message to the world. We discuss how modern tools and resources can be used for combating modern slaveries, for combating injustice and oppression. But I think that we should not forget also about our common responsibility of empowering each other, and especially girls and young women. I think that we have a great responsibility of telling girls that their main resource of empowerment are themselves. That what do you do when you have no resources and tools, like women in Ukraine, where I grew up, like women in Eastern Europe, like women in Africa, in Asia? What do you do? Well, my answer to them is what you do is that you become your own source of empowerment. And we were talking today a lot about education, and I think education is a kind of a word for it's a catch-all term for a very complex set of issues. And it's not only about getting girls to school, but it's also about our common responsibility of how girls are going to get educated about who they are, how they're going to define who they are, how they're going to define their possibilities at every stage, wherever they go, at schools, in the streets, in the shopping malls, through the TV, through books, and so on and so forth. So I'm here to call for our common responsibility of empowering women, and women who are here, girls who are here in the room, of your own responsibility of considering yourself as your proper source of empowerment. And I think that this is a key issue that I brought with myself from Ukraine, where empowerment of women is something which just simply is not considered by anybody. This is something that I'm extremely passionate about and spending my time for speaking in front of audiences like this.
Thank you very much, of course, for that testimony. Alors, Denis Mukwege, d'abord, merci beaucoup d'être parmi nous. C'est très important. On a entendu Ina, bien sûr, sur la condition de la femme dans certains pays, mais évidemment sur toute la planète. Est-ce que vous avez le sentiment, et vous militez pour les droits de l'homme, vous militez pour les droits des femmes, que les dirigeants de la planète font suffisamment dans ce domaine ? Je crois que lorsqu'on observe aujourd'hui notre planète, on peut dire qu'améliorer les conditions de vie de tous, c'est un objectif atteignable. Il est atteignable puisque notre planète est généreuse. Malheureusement, parfois, nous la traitons avec sévérité, ce qui pousse à ce qu'on observe certaines inégalités dans certains endroits de notre planète. Mais également, je crois que par rapport à améliorer la condition de tous, il faut aussi considérer les idéologies qui sont négatives, en fait, qui font que ce sont les forts qui dominent ceux qui sont considérés comme des faibles. Et ceci nous amène à la condition féminine, où finalement les femmes, le fait que la représentation masculine de la femme veut considérer la femme comme en fait un être inférieur, malheureusement, fait absolument que le travail de la femme n'est pas pris en compte au même pied d'égalité que le travail de l'homme. On peut observer dans les pays en développement, ce sont les femmes qui portent l'économie de ces pays sur leurs épaules, mais elles produisent, mais ne participent pas à la répartition. Et donc, produire sans participer à la répartition des ressources, ce n'est pas une attitude qui peut aider notre planète d'aller de l'avant. Participer à la répartition, ça veut dire non seulement aussi décider. Et je vois des femmes qui produisent, mais qui ne peuvent pas avoir le quoi c'est payer leur santé, tout simplement puisque c'est l'homme qui décide sur la répartition de ressources. Et lorsqu'on voit même dans les pays développés, on peut considérer que malheureusement dans tous les pays, à des niveaux différents, le travail de la femme dans les pays développés n'est pas rémunéré de la même façon que le travail de l'homme. Et donc je crois que cette représentation de la femme dans la société en paix, malheureusement, a des conséquences très très graves dans les pays, dans les pays en guerre, où finalement la femme est tout simplement, il y a une réification de la femme et qui n'est pas considérée comme égale à l'homme, non pas seulement égale, mais elle est réifiée. Et donc dans le conflit, ce que nous voyons dans mon pays par exemple et dans plusieurs pays en conflit, c'est que tout simplement la femme n'est pas considérée comme égale de l'homme. Même réduite en esclavage, et on le voit dans beaucoup de pays, bien sûr, ce sont des problèmes qui nous touchent aussi, nous, vous le dites, dans les pays développés, égalité de salaire, égalité politique, mais bien sûr dans ces pays-là aussi. Ina, est-ce que, selon vous, c'est l'éducation des filles qui est la chose la plus importante, finalement, pour promouvoir cette place dans une société, et d'ailleurs tout simplement le développement d'une société, l'éducation des petites filles qui vont devenir des mères, des épouses, des femmes qui travaillent. Exactly. Well, as I said, that we go back whenever we speak about the roots of women being inferior in the society in one way or another, we of course go back always to the education. But once again, I think that education is not just, once again, I want to repeat, it's not just about the issue of getting girls go to school. We have to always keep in mind, what school are they going to? Are those schools secular? Are those schools segregated or not? Because I think whenever we talk about segregated education, gender segregation in education, we have to keep in mind, as long as we are segregated, we are not equal.
This is the point that has to be very short and clear whenever we consider as an option of gender segregation, including in education. So for me, education goes much beyond getting girls to school. And once again, I grew up in a society where I went to a very secular school. I went to a school where I studied everything, same that boys were studying. But once I was getting out of school, my education, what contributed to my education and my self-identification was the position of women around me that I saw, everything, sexist advertisements that I saw, the sexist speech around myself in the street that I heard. All of this makes part of girls' education and girls' identification. So girls have to, learn, education has to empower girls, and everything that girl is surrounded by has to empower her. And we have to reach the level where every small girl would not wonder who she has to ask for permission, who will allow her to do something. Every girl has to wonder who's going to stop her. Who will be able to stop her? For me, this is the goal of the education, which is a very complex issue. This is the goal we have to focus on. Bien sûr, merci. C'est aussi tout à fait une question de place dans la société, dans la politique, dans les rôles dirigeants, dans l'éducation, dans la culture d'ailleurs. On a parlé de l'éducation, Denis Mukwege, mais bien sûr la santé, Dieu sait si vous êtes actif dans ce domaine, mais j'allais dire, quid de la liberté d'expression? Est-ce que pour vous, la clé au fond de l'égalité des droits, c'est la liberté d'expression dans certains pays où elle n'est pas totalement acquise? Absolument. Lorsque on ne peut pas s'exprimer, finalement, en fait, on est tenu en otage par le fait qu'on ne peut pas avoir cette liberté de s'exprimer. Je crois que quand vous voyez dans beaucoup de sociétés où finalement la femme doit subir le modèle que la société impose à la femme, je trouve que la liberté d'expression devrait être vraiment une des solutions pour permettre en fait à la femme de pouvoir non seulement prendre ses droits, puisque je crois qu'il y a beaucoup de droits fondamentaux aujourd'hui que les femmes ne jouissent pas tout simplement, puisqu'on leur prive cette liberté d'expression. Et je crois que tout ça c'est construit sur un modèle en fait que je dirais un système patriarcal où la masculinité telle qu'elle est construite, ce qui n'est pas un problème biologique, c'est beaucoup plus une construction historique et sociale qui met la femme dans des conditions que finalement, de génération en génération, c'est comme si les femmes acceptaient cette condition les imposée par cette masculinité dominante qui détruit pratiquement cette relation d'égalité homme-femme et qui permet à la femme d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer. Et je crois qu'il est très très important non seulement d'être capable de s'exprimer dans ces systèmes patriarcal où la masculinité dominante impose en fait à la femme de subir et ne pas se plaindre. Et bien sûr, pour Irina Shevchenko, c'est un thème très important pour vous, cette liberté d'expression, cette possibilité de prise de parole. On a vu dans les pays, j'allais dire, occidentaux, cette parole féminine émerger, être plus libre, à l'occasion malheureusement d'affaires de harcèlement, de violence. Mais j'imagine que pour vous, bien sûr, c'est une des clés de l'égalité des droits. Absolument. I have to confess, je dois vous confier toute mon admiration pour tout votre travail et chaque mot que vous venez de dire. I want to say about freedom of expression. Well, I think that, as a person who expressed my ideas in Ukraine, in Russia, in Belarus, in the part of the world where those ideas were unpopular and therefore were considered dangerous, for this we suffered a lot. Being 21 years old at that time, I was arrested, I was tortured, kidnapped, and
just for speaking out. Whether you agree with what I say or not, or the way I express it or not, let's agree that this is disproportional reaction for speech, for expressing your own ideas. And I think, as a person who went through all of that, I want to emphasize on the fact that from all fundamental rights, freedom of speech is the most fundamental of all rights, because we simply cannot imagine all other rights without freedom of speech. They're either difficult to imagine or just impossible to put in practice in the societies. And I grew up in such society where fear of speaking out was, people were suffocating from this fear. And because we as a young, group of young women began to speak out, the first reactions were, of course, to put us in jail, to persecute us and everything. So I think that especially for women and for development, for improvement of women's rights, freedom of speech is an essential right that should be exercised at every occasion. And we know that very often by various patriarchal institutions, in patriarchal culture in general, a silent woman is a role model. We have to be silent, we have to be passive, we have to agree, we don't have to manifest ourselves too much. We are told about this at every stage in any society. In Ukraine, in exaggerated form. Here in France, we're advised quietly as well, sometimes don't manifest yourself too much. And therefore, for example, our work as a street activist, as an activist who put their messages, who make each part of their body express something, speak out, is essentially important for other women who would then at their job place or at school would feel more comfortable to speak out and to resist some sort of discrimination and oppression. And I think that 2018 has been a very important year for women's freedom of expression. We've heard so many testimonies, heartbreaking testimonies as a part of Me Too movement, Me Too campaign, and this is another proof how freedom of expression and this ability of speaking out and revealing your own wounds, revealing your own aspirations, your own political demands with female voice, how they're important, and this is the key for further improvement in women's rights. Et merci beaucoup pour ce témoignage très fort et très important. Peut-être un dernier petit mot pour notre débat, Denis. Simplement, qu'est-ce que ce prix Nobel vous a, aidé à faire, à porter une voix plus forte? Est-ce que vous avez le sentiment d'être mieux entendu sur vos combats? Je crois que je vais revenir sur ce qu'Ina vient de dire, qui est très très important. Il y a 10 ans, je crois que parler de la violence sexuelle telle que je la vivais dans ma pratique de tous les jours, j'avais l'impression que tout le monde me demandait plutôt de se taire, puisque ça donnait l'impression que je parlais des choses qu'on ne doit pas parler dans la société, etc. Et donc, je soutiens qu'à partir du moment où on perd la liberté d'expression, où on ne peut pas s'exprimer, et souvent lorsque les femmes sont enfermées dans ces manques de liberté d'expression, ça veut dire souffrez et taisez-vous. Et en fait, c'est une façon, dans notre société, de permettre les hommes de jouir de façon tout à fait inacceptable des femmes. Mais comme les femmes ne peuvent pas s'exprimer, comme elles n'ont pas la liberté de s'exprimer, et lorsqu'elles s'expriment, elles sont plutôt sanctionnées par la société, ça fait cette domination de pouvoir, en fait, se perpétuer. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai été tellement touché par ce prix Nobel. Reconnaître la souffrance des femmes, je pense que c'est un début de cette libération de la parole et permettre à ce que celui qui désormais peut commettre cet acte, une fois que la parole est libérée, il y aura un transfert plutôt de la honte de la victime plutôt vers son agresseur, alors qu'aujourd'hui c'était l'inverse. Et je pense que reconnaître la souffrance des femmes, ça a été une chose formidable pour moi à travers ces prix Nobel. Merci beaucoup, c'est tout à fait fondamental. Votre combat, celui d'Ina Shevchenko, sont essentiels pour nous. Merci infiniment à tous les deux d'être venus participer à ce forum. Votre présence était précieuse et rare. Merci beaucoup. Merci.